Bonjour et bienvenue dans notre émission Emportée par la foule, émission de Dialogue RCF et Pop Finance consacrée à l'économie, à la finance participative, au crowdfunding. Et avec Patrick Lecamus de Pop Finance, on fait le point sur une étude de l'OCDE, l'Organisation commune de développement économique, qui regroupe les grands pays développés occidentaux. Oui, voilà. Ça s'est beaucoup élargi, parce que il y a eu la chute du mur voilà. En 89, donc, dans tout cet espace-là. Donc l'OCDE s'est élargi, mais à l'origine, effectivement, c'était le bloc capitaliste, les grands pays industriels du bloc capitaliste OCDE. Et l'OCDE se produit des études qui sont souvent très fouillées, oui. Dont une sur le financement des entreprises, où on voit que... Des PME, ils se sont intéressés au financement des PME, oui. Donc, alors c'est pas des chiffres très très récents, hein, c'est une étude qui porte sur 2016, c'est dans le cas des pour les études, des fois, c'est récent. Oui, voilà. Surtout, puisqu'il n'y a pas nécessairement de normalisation, donc c'est long et compliqué. On fait sur une vingtaine de pays différents, donc c'est jamais l'année précédente, c'est toujours un peu plus tard. Mais 2016, effectivement, pour le CDE, c'est très récent. Et ils se sont intéressés au recours à du financement alternatif, à des formes d'emprunt de financement alternatif pour les PME qui sont en progression d'après eux. Donc c'est ce qui ferait que les PME, selon eux, se portent un peu mieux, passent mieux la crise. Alors, ils l'ont mis en lien avec la baisse des défaillances, des faillites des PME, et ils ont constaté que sur l'année 2016, il devait y avoir un lien entre le recours au financement alternatif, donc hors prêt bancaire, pour résumer, et les défaillances qui ont diminué dans les pays étudiés de 6,5%. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Alors, financement alternatif, c'est pas que le crowdfunding. Hein. Il faut le reprendre dans tous ces classiques pour nos auditeurs. Un peu de pédagogie. Donc, oui. Alors eux, ils n'ont pas dit financement participatif, ils ont dit les financements en ligne. Donc, c'est un peu plus large que le crowdfunding. C'est l'accès aux prêts en ligne, dont fait partie le crowdfunding de prêt, le crowdlending. Et ça a beaucoup progressé, mais c'est pas seulement ça. Alors, cet aspect-là a progressé essentiellement en Chine, aux États-Unis et en Angleterre, sur l'année. Sur l'année considérée. Mais il y a d'autres formes de financement alternatif qui sont des prêts collaboratifs, ou alors qui sont... Prêt collaboratif, ça veut dire quoi? C'est que plusieurs personnes acceptent de prêter à une entreprise directement sans passer par une banque. Oui, voilà. D'accord. Et ça passe pas par une plateforme internet, donc c'est pas en ligne. Donc ça revient à l'esprit du financement participatif, mais c'est hors plateforme. Et ensuite il y a du renforcement des fonds propres du capital, donc c'est pas du prêt, et qui est une forme qu'on appelle nous en France du prêt participatif, qui là encore pas une fois du crowdfunding, et qui permet de renforcer quelque chose qui est près du capital, donc qui est de l'ordre du financement de long terme de l'entreprise. Donc ça veut dire que les chefs d'entreprise ont plus trouvé dans leur environnement un certain nombre de possibilités de financement qu'avant. Oui, alors y compris auprès de sociétés de capital risque, des sociétés qui sont assez classiques, qui ont joué le jeu justement par exemple du renforcement des fonds propres en prêt participatif. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc on avance vers des financements qui ne sont pas que le prêt bancaire, parce qu'on voit que le prêt bancaire selon les pays n'a pas forcément été tout à fait au niveau. Alors, il y a eu, pour les pays d'Europe, de l'Union européenne, il y a eu les règles qui ont suivi la dite de Bâle 3 qui portait un nom. Bâle, c'est l'endroit où tout se règle au niveau bancaire. Hein. Voilà. On met des règles pour essayer de faire que le système financier mondial ne se casse pas la figure. Et des fois, on a des règles qui sont plus que prudentielles, qui sont dangereuses parfois. Effectivement, c'était des règles qui s'appliquaient à un bon nombre de pays, mais que seule l'Union européenne a appliqué, visiblement. C'est les trop bons élèves. Très très bons élèves, qui était une manière d'essayer de trouver un moyen d'éviter les renouvellements des crises financières à répétition, même si c'est tous les 50 ans. Donc il fallait, la grosse crise de 2007-2008 avait laissé des traces, et on avait demandé aux banques de faire des efforts sur la manière de gérer les prêts et de prendre moins de risques. Et ça a contraint pour les PME un petit peu, là, ça a contraint vraiment beaucoup l'accès au crédit bancaire. Ils avaient plus de difficultés à emprunter, et souvent les défaillances des PME, c'est qu'il y a un manque de trésorerie, même si
la PME est, sur le papier, est florissante, mais il y a un accident, il y a un manque de fonds, et les banques ne suivent pas. Même la croissance peut des fois coûter la vie d'une PME parce qu'elle n'a pas de quoi financer sa croissance. On va passer au bref avec Ulule qui fait de la formation. Oui, Ulule continue sa formation. Donc Ulule, grande plateforme. Grande plateforme de crowdfunding de dons et contrepartie en France, qui s'est beaucoup développée à travers l'Europe, et qui a axé sa formation sur le web. Il fait des webinaires de formation pour l'utilisation du crowdfunding, et donc il y a tout un programme à nouveau là pour le mois d'avril, et tous nos auditeurs qui auraient envie d'accéder à cette forme de financement, il y a ces formations en ligne régulières sur le mois d'avril, et il en existe aussi en présentiel, pas uniquement en ligne, mais enfin disons que tout le monde peut y accéder à condition d'avoir un ordinateur, et le programme se trouve sur le site d'Ulule, ulule.fr, les formations, les webinaires. Donc là on a tout, les débutants, les spécialisés, les certifications à la journée pour ceux qui veulent se professionnaliser sur le sujet, c'est très complet. Très complet. Et donc tout cela se fait en ligne et donc permet à chacun de se faire une opinion et de savoir s'il a les possibilités et s'il correspond au canon de levée de fonds. Par exemple, ça peut commencer à ce niveau-là, c'est de savoir si c'est un bon moyen ou un mauvais moyen pour le financement de son projet. Nous recevons Maureen et Arnaud, deux invités qui sont dans la cosmétique, mais une cosmétique bien particulière, Maureen. Oui, on lance Ernest qui est une marque de... Ernest, deux fois. Ouais. C'est pas une erreur de copie. Non, c'est choisi. Qui est une marque de cosmétique 100% naturelle, fabriquée en France et à la main. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces cosmétiques? Parce qu'il y a déjà beaucoup de cosmétiques qui se disent naturels. On en a plein les boutiques. Eh ben, on en a plein les boutiques, mais en fait, pas tant que ça. C'est vraiment une marque qu'on a voulu engager et transparente, avec que des ingrédients de qualité, des matières vivantes, comme des huiles végétales. Est-ce que vous venez de la cosmétique, vous? Pas du tout. Pas du tout. Je viens du design graphique, de la communication. Et qu'est-ce qui vous a amené vers la cosmétique? Mais en fait, c'est ça, c'était aussi ce qui est important aussi dans la cosmétique, c'est toute la partie du design. Et tous les deux, on a déjà travaillé sur du packaging aussi dans les agences de communication. Et aussi la partie photo, la partie graphique, et toute cette partie-là est aussi importante. Et donc ça, c'est aussi ce qui nous a permis techniquement de nous dire qu'on était capable d'aboutir à un projet comme celui-là. Donc vous aviez l'enveloppe, mais vous dites à l'intérieur, c'est pas tout à fait conforme à ce qu'il y a dans l'enveloppe. Et ce qui était important aussi, c'était de dire qu'on pouvait aussi apporter à la cosmétique réellement des choses simples, avec des produits de qualité, sans, comme pour les gros de la cosmétique, avoir trop d'ingrédients et des produits issus de la pétrochimie ou beaucoup trop de conservateurs, etc. Et d'être capable de faire vraiment des produits simples et dans ce cas-là innovants, parce qu'en fait, quand on commence à creuser un peu, il n'y a pas beaucoup de produits qui sont qui permettent d'avoir une utilisation saine des produits. Encore une fois, l'affichage du naturel aujourd'hui, il est évident. On ne connaît pas un seul produit cosmétique qui ne nous dise pas qu'il est naturel, sauf si on est dans certains parfums de luxe où on voit qu'on est dans un univers tout à fait à part. Mais les autres nous affichent tous qui sont naturels. Voilà. Ce qu'il faut, c'est peut-être retourner la boîte, et à ce moment-là, on voit qu'on a beaucoup d'ingrédients. Et vous dites, dans ces beaucoup d'ingrédients, il y en a beaucoup qui ne servent à rien ou dont on peut se passer. Il y en a énormément, par exemple, dans les sérums qu'on va créer, comme on a créé un sérum qui va s'appeler la Parfaite. Et aussi un autre qui va s'appeler l'Immortel et l'Apothèque. En général, on trouve une quarantaine de produits et on sait qu'on n'a pas besoin d'autant de produits. C'est aussi pour tromper précisément le consommateur et qu'il soit perdu et qu'il ne cherche pas forcément plus loin dedans, sachant que nous, on va utiliser par exemple 10 produits, 5 huiles végétales essentielles pour ces produits-là, et c'est tout. Et le reste, on n'en a pas besoin. Et c'est vraiment les tendances d'une cosmétique nouvelle, naturelle. Et en fait, des marques qui travaillent de cette façon-là, on en a peu encore. Voilà. Et vraiment, l'intérêt pour nous aussi, c'est de le faire en Provence avec
des producteurs en Provence et aussi sur le bassin méditerranéen, et d'avoir vraiment des produits simples et de qualité. Et c'est pas si courant que ça dans les pharmacies ou les parapharmacies. Donc vous allez, l'entreprise est basée à Marseille, vous fabriquez à Saint-Cana. Voilà. Donc là on est en pleine Provence, et les produits sont issus, les huiles essentielles je suppose, du bassin méditerranéen. Voilà, l'immortel va venir d'Italie. Voilà, et une majorité de celles qui peuvent être produites en Provence viendront de Provence. Et donc vous avez besoin d'une levée de fonds de 5 000 € que vous faites sur KissKissBankBank. Oui. Pour... Aujourd'hui, on est au bout du 10e jour, on a atteint 40%, donc on a eu un bon démarrage, et donc cette somme va servir pour la production de ces 6 premiers produits. Donc votre première gamme, c'est 6 produits. C'est 6 produits, ce qui est déjà beaucoup pour le démarrage d'une marque de cosmétiques, pour déjà le développement de 6 produits. Essentiellement visage, soins... Soins visage, essentiellement. Pour l'instant, une gamme minimaliste mais assez complète avec des savons saponifiés à froid, sérum, baume à lèvres et un exfoliant visage. Les dons sont des dons avec contrepartie ? Oui, alors qui ont été vraiment précises, qui sont la valeur de nos produits et le coût d'envoi. Voilà, donc c'est précisément la valeur des produits. C'était vraiment important pour vous. C'est aussi un test pour voir si effectivement il y a une clientèle. Ça nous a permis vraiment de savoir vraiment ce qu'on veut faire, qui on est, pourquoi on le fait, être capable de nous présenter les produits, avoir des produits cohérents. Et c'est vrai qu'on a un très bon retour avec des commandes aussi de personnes qu'on connaît, de ceux qu'on ne connaît pas, sur précisément une volonté d'avoir des produits simples et sains. Et au bout du compte, on se rend compte qu'on n'est en effet pas si nombreux que ça à le proposer. Donc c'est la marque Ernest qui est sur KissKissBankBank. Toutes les informations sont sur notre page Emporté par la foule. Vous pouvez retrouver cette émission sur rcf.fr. On remercie Guillaume Baudouin qui assure l'image. On remercie Corentin Aubry qui assure le son. On remercie Romain Sestari qui a préparé cette émission. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine.